être à 0 degré, un froid de canard, à l'aube d'avoir de la neige, en plein automne, et avoir des feux. C'est parti, le début des moissons. Les quelques petits réglages, petits problèmes qu'on avait sont réglés. C'est parti, on commence les moissons de maïs. Bon, avec Lucas, on a un petit rêve, c'est que Laura nous a parlé des fois, ils moissonnent, ils battent le maïs dans la neige. Donc ce qu'on espère, c'est qu'on va réussir à voir ça, faire le battage du maïs dans la neige. Donc quand tu veux la neige pour tomber, mais pas trop non plus, hein, juste un petit peu. Bon bah du coup c'est reparti, hein, comme pour le blé, c'est la même routine si je peux dire. On remplit les camions, on vient les vider au silo. Voilà, bon je reviens du village, j'ai été peser le camion et je vais repeser après avoir vidé ici au silo pour avoir les poids du camion et faire tout le réglage pour après avoir une estimation de combien on va rentrer. Allez, je vous dis à plus. Just got too much on your plate to bait and cast the line. You can always put a rain check in his hand till you can. Bon bah du coup c'est tout bon. Je sors de la coopérative, en fait c'est un petit dépôt qu'il y a dans le village de Belleville. On n'emmènerait rien là-bas au niveau des céréales, mais voilà c'est un petit dépôt et du coup on peut prendre l'humidité, il y a quand même un peu sud, donc on a toutes les infos et comme ça maintenant on va pouvoir savoir quand on remplit avec après la pression de l'air au niveau des pneus, savoir exactement combien on a dans les camions. Et on a également l'humidité, du coup on a 14,4 d'humidité pour le maïs, donc c'est impeccable. On est dans ce qu'on voulait, en dessous de 15, donc voilà. Bon je pense qu'on aura aussi un peu de ventilation dans les cellules pour bien conserver le grain. Donc voilà, et puis sinon j'en profite, là je vous montre, je vous mets les images en même temps, je vous montre un peu le village de Belleville. Bon alors, comme j'ai déjà pu en parler, il y a 700, 800 habitants peut-être, c'est un petit village, mais je vous laisse bien regarder les maisons, ça me fait un peu marrer ces petites maisons, ça me fait penser un peu à des bungalows, comme chez nous en France, qu'on trouve dans les campings. Et parce qu'en fait voilà c'est un peu plus grand que des bungalows, mais au niveau concept c'est pareil, parce qu'il est fréquent de voir des bungalows sur la route. En fait c'est des maisons qui sont préconstruites quoi, et qui sont roulées sur les camions, transportées par les camions. Elles sont divisées en deux et après il est assemblé directement. Voilà, bon alors ce qui m'impressionne un peu c'est quand même ici il fait beaucoup plus froid l'hiver. Passer un hiver dans un bungalow chez nous, je pense que c'est un peu compliqué. Mais bon, ici, il doit y avoir des bons systèmes de chauffage, peut-être que l'isolation est meilleure. Donc voilà un peu certains types de maisons qu'il peut y avoir ici aux États-Unis. Bien évidemment, il y a toujours le pick-up qui est garé devant. Ici, le pick-up, c'est l'élément essentiel, certains me diront même, vital pour les Américains. Allez, on va partir dans les battages du maïs. A plus. Bon voilà, comme vous pouvez voir, je suis en train de vider le premier camion de maïs. Donc dans la grande cellule, si vous vous souvenez, pour le blé on avait fini dans la grande cellule également. Du coup on avait rempli à moitié, 3/4. Donc on l'a vidé avec Lucas, on a délivré ça à la coopérative. Et du coup il y a cette cellule là qui est vide. Et la numéro 23 au milieu sera pour le tournesol. Donc voilà, l'objectif c'est que tu tiennes dans cette cellule là pour le maïs. Le reste des cellules en blé et en pois est plein, hein. En fait on a juste vidé suffisamment pour avoir assez de place pour le maïs. Parce que les marchés ils seront plus opportuns, c'est souvent comme ça, plus tard dans la saison. Quand on stocke on va y avoir des prix plus favorables après dans la saison que quand on vient livrer directement. Donc voilà un peu les infos au niveau des stocks des céréales. That girl whose heart you hold, swearing that you'll last someday further down the road. You can always put a diamond on her hand.
est en pleine période de moisson, on est dans le premier champ. Et il était grand temps de le moissonner, parce que comme vous pouvez voir derrière moi, les têtes des grains de maïs sont parties. Avec le vent, ça s'est cassé. Et comme vous pouvez voir au niveau du sol, il y a pas mal de poupées et de maïs qui sont au sol. En fait, Laura m'expliquait que c'est pas une super année parce que bon, le blé a eu très bon rendement, mais le maïs on l'a semé un petit peu plus tard, 1 ou 2 semaines plus tard, et il a eu moins d'eau que le blé, et du coup, vu qu'on l'a semé plus tard, les sols étaient également plus secs. Et une fois semé, après, il n'a pas eu beaucoup d'eau, donc ce sera une année normale, pas super, que on verra après à la fin les rendements. Et donc voilà, le maïs là maintenant il est vraiment sec, et du coup les pieds ils sont plutôt costauds pour tenir les poupées de maïs, donc avec le vent là tout est tombé. Donc là aujourd'hui Lorraine il veut faire le maximum qu'on peut pour récolter le maximum de maïs. D'autant plus qu'il nous annonce de la neige, là du coup on est vendredi, et lundi, dans la nuit de dimanche à lundi il annonce de la neige, et début de semaine prochaine beaucoup de vent, donc il faut qu'on ramasse le maximum qu'on peut. Donc voilà, bon aujourd'hui j'ai oublié ma casquette, j'ai plus l'impression d'être un farmeur. Et sinon si je vous parle un peu du maïs, donc comme vous pouvez voir cette année c'est quand même relativement des petits grains. Donc voilà, comme vous pouvez voir dans ma main, c'est des petits grains, ils sont plats et pas bien épais, donc le poids spécifique du grain va pas être bien élevé. Bon bah c'est dû justement en fait à ce manque d'eau, hein, ce manque d'eau du coup qui va permettre une bonne alimentation du maïs. Voilà. Après je pense qu'au niveau précocité, indice et quantité de grains, ici au niveau des variétés on est plus sur des maïs. Je pense qu'on pourrait retrouver chez nous en France en type ensilage. Voilà, c'est une faible précocité. On doit donner des indices 280 je pense, quelque chose comme ça. Il faut que je demande plus précisément à Lorraine pour voir ça en détail, mais je crois que c'est ainsi. Du coup, ouais, c'est du maïs OGM. Ça ne change strictement rien hein, dans la culture. Après voilà, c'est que au niveau traitement, il y a moins à faire parce que directement, il y a là du coup, c'était des insecticides qui sont mis autour de la graine pour protéger dès le début. Après voilà, je suis pas scientifique, je peux pas vous donner plus en détail l'information, je laisse ça aux scientifiques d'expliquer la différence. J'en profite qu'on est au début de cette vidéo. Vous voyez derrière moi, donc c'est les fans de maïs avec les pieds de maïs encore un peu debout. Voilà, la question est, pour vous c'est quoi la suite de ce champ de maïs? Je vous laisse imaginer durant cette vidéo qu'est-ce qu'on va faire après de ce champ de maïs. Allez, à plus. Bon aussi, sinon je peux vous faire un petit retour de terrain, un petit tour des nouvelles du coin du Dakota du Nord, parce que du coup nous là on est en pleine période de moisson du maïs. Du coup moi je suis situé à l'ouest du Dakota du Nord, et bon, vers l'est de l'état, ça fait déjà presque peut-être 2-3 semaines qu'ils ont déjà commencé les battages du maïs. Alors là-bas en fait vraiment à l'est c'est vraiment beaucoup de maïs et soja, c'est vraiment les deux principales cultures qui sont réalisées. Et donc voilà, en fait les agriculteurs ils ne font que ces cultures là, j'en connais qui font le même programme que moi. Donc eux en fait voilà, il y a que ces deux cultures là, donc durant l'année c'est vraiment calme. Bon bah il y a l'entretien du matériel, mais bon voilà, les gros moments c'est la période des semis, après il y a les traitements, et après du coup ils font la récolte. Bon ils sont pas toutes les fermes sont pas forcément en semis direct, donc il y a un peu de travail du sol à réaliser, mais sinon voilà hein, c'est relativement, il y a 2-3 gros pics de travail dans l'année, et après sinon c'est relativement calme. Certains vont avoir un peu de double activité avec enfin une douzaine de production avec des moutons, et puis voilà quoi. Donc en France on a également des céréaliers un peu comme ici, mais bon les cultures sont différentes et les récoltes sont à dire au fur et à mesure de l'année, tout comme les semis. Donc ouais, c'est différent. Voilà un peu pour ces petites informations du coin. Enfin du coin, c'est quand même situé à 6 heures du coup de où j'habite. 6 heures, ça fait comme si ça faisait de Nantes aller vers Nancy peut-être, un peu avant Nancy quand même. Voilà quoi, c'est un peu l'opposé. There's a box
parts sitting in the trunk of that 65. Still waiting on you and your granddad to bring it back to life. Always get around to fixing up that Pontiac till you can't. If you got a chance, take it while you got a chance. If you got a dream, chase it, 'cause a dream will chase you back. Bon, donc là on est samedi soir, comme je vous disais, demain soir on fait la neige, donc on fait le maximum qu'on peut pour récolter le maïs avant la neige. Là le soir il fait vraiment pas très chaud, on retourne des 5 degrés avec un vent d'est, c'est horrible. Enfin bref, je vous laisse, dans la cabine il fait trop froid. Bon, me voici maintenant devant le plus gros équipement de la ferme. Bon, c'est un investissement qui a été réalisé il y a maintenant 5-6 ans. C'est un emprunt sur 20 ans. Bon allez, j'arrête les bêtises. Voici les pendeurs à fumier, 300 animaux, 300 vaches allaitantes. Après vous rajoutez les veaux, les génisses pour aller après, quelques taureaux. En gros on est à 650 animaux. Et voici les pendeurs à fumier. Et oui, parce qu'en fait ici les animaux sont toujours à l'extérieur. Ils passent très peu de temps, les génisses, l'hiver avant les vélages, et pendant les vélages dans un bâtiment. Après c'est quand vraiment la météo est vraiment mauvaise, qu'il y a beaucoup de neige, que là on met les animaux sous des abris où on va avoir un peu de fumier. Enfin voilà quoi, voilà les pendeurs à fumier, ça vous montre bien qu'on a très peu de fumier, que les animaux sont toujours en train de pâturer. Et en gros, bah voilà, quoi, le fumier on va les pendre, mais c'est juste pour libérer les bâtiments quoi. Sinon c'est aucun intérêt, enfin c'est un intérêt agronomique, mais voilà on n'en a pas en quantité. Donc voilà, ça me faisait marrer et je trouve que ça représente bien la ferme et le mode de fonctionnement où on fait tout est en pâturage. Just talk away, 'cause you'll never know how bad you want her till you can't someday. Don't wait on tomorrow, 'cause tomorrow... Si, je voulais aussi aborder un point avec vous. Comme vous avez vu, au mois de septembre, j'ai été au Iron Farm Show. Je vous ai mis une vidéo, une interview avec un constructeur qui avait un tracteur autonome. Et donc, durant également cette journée-là, j'ai pu voir des semoirs, enfin, différents équipements, hein, tous les équipements que les agriculteurs utilisent ici. Pour faire simple, du coup, ouais, il y avait des tracteurs, il y avait des semoirs, et il y avait également quelques outils pour cultiver, mais franchement, c'était vraiment très grande majorité des semoirs. Et voilà, c'était à l'est de l'État, vraiment, c'est la région où on fait beaucoup de soja et de maïs. Et vraiment ce qui m'a impressionné, c'est la technicité et la performance de leurs semoirs qu'ils ont ici, les semoirs à maïs. Voilà, c'est des semoirs faits pour du semi-direct, donc c'est-à-dire des semoirs où on ne travaille pas le sol, ou adaptés également si on passe un coup d'outil des chômés, mais pas quand on fait du travail profond ou des herses, choses comme ça. Et donc là ouais, ce qui a impressionné aussi cette technicité. Donc comme vous pouvez voir sur les images que je mets en même temps, donc il y a 3 descentes pour des solutions liquides et 3 descentes pour des solutions solides. Donc ça peut être des engrais, mais également tout ce qui est oligo-éléments et choses comme ça. Et j'ai échangé du coup avec les constructeurs et ils me disaient que les descentes sont réglées à des niveaux différents. Et par exemple pour de l'engrais solide, c'est de descendre à une profondeur qui va répondre aux besoins de la plante à tel stade, quand on aura tel enracinement. Et après, par exemple, 2 semaines après, l'engrais aura son effet, parce qu'il aura été mis à telle profondeur, et la plante sera enfin arrivée à cette profondeur-là. Enfin voilà quoi, c'est toute une recherche qui est faite justement dans ces outils de semi-direct, parce que justement en fait en semi-direct, on a besoin de plus d'engrais au début de la culture, parce qu'en fait quand on travaille le sol, on vient minéraliser le sol, on vient accélérer la minéralisation. Et donc en semi-direct, souvent il faut mettre faut booster un peu le départ de la culture. Donc voilà un peu pour les infos. Et voilà, c'est vraiment impressionnant ici, ils sont vraiment adaptés dans tout ce qui est semi-direct et mesures de conservation des sols. Après c'est mon opinion, mais ouais, je pense vraiment que c'est une des solutions pour l'agriculture de demain. Alors après, bon, tout le monde peut pas forcément le faire, parce que après ça dépend des régions, des types de sols et ainsi de suite. Même si on voit bien que dans un plus grand cas on peut le faire, mais après c'est aussi beaucoup de changements que ça engendre au niveau de l'exploitation agricole, du système de production. Donc nous voilà maintenant le lundi 31 octobre.
Donc ça fait une semaine qu'on a eu la tempête de neige. Donc la neige elle a bien fondu, il reste de la neige à quelques endroits. Mais bon c'est anecdotique, hein, c'est ces petites zones de neige. Oui la neige elle a fondu, était bien fondue à partir de jeudi. Mais on a dû attendre parce que du coup après les sols étaient humides. Donc là maintenant c'est bon, les sols sont bien réessuyés, on peut recommencer. Donc là on est en train de déplacer la moissonneuse et on va recommencer avec du tournesol. On commence le tournesol. Donc voilà, à tout de suite. Donc là on est en train de ramener tous les équipements donc, dans le champ, excusez-moi, le camion, enfin les deux camions et puis le tracteur avec la remorque. Et tiens, je profite de vous montrer là en même temps, vous pouvez voir à côté, ça c'est une pile de scoria, donc c'est la roche et cailloux qu'on peut trouver ici, qui a été réalisée par une entreprise. Ça a été réalisé il y a peut-être 4 mois de ça maintenant. Et en fait ils sont venus, ils ont pris un bout du champ, enfin du coup Ron, pas de Lorraine, il a vendu un bout du champ et puis ils ont extrait de la roche, ils ont fait du gravier. Ce gravier là en fait il sert après à faire des routes par chez nous. Ils en remettent souvent régulièrement pour l'entretenir et puis à faire des cours. Donc voilà, ils font des pieds un peu partout, près à différents endroits et comme ça après quand ils ont besoin ils viennent juste prendre à côté. Voilà, petite anecdote. Je vous parle un peu du tournesol. Du coup en anglais tournesol, petite anecdote, ça veut dire sunflower. Et donc sunflower, c'est la fleur du soleil. Bon bah là il n'y a plus trop de soleil sur le tournesol. C'était cet été quand il a fleuri. Donc voilà, donc c'est un tournesol oléique. Il y a différents types de tournesol, donc là c'est tournesol oléique. Et ouais, ils sont assez grands, ils doivent faire 1m80, ils ont bien poussé. Les rendements, je ne peux pas encore vous dire. Mais ce qui est sûr, en fait, c'est que les tournesols, ils pèsent beaucoup plus faibles que les autres cultures. Et par exemple, les camions, on va pouvoir les remplir au maximum. Et même au maximum, on ne sera pas à 30 tonnes de chargement dans les camions. Donc là, c'est bon, on commence à battre le tournesol. Et donc attendez en fait que ce soit bien sec pour éviter en fait d'abîmer le sol, que le sol de dessus soit bien réessuyé et comme ça il n'y a pas de risque qu'on abîme le sol, étant donné que le Lorraine en plus c'est un rituel de conservation des sols, beaucoup de sol. Mais tout ça pour dire en fait ouais, si on fait des charreaux comme on dit, si on marque bien le sol, après il devra reprendre le sol, c'est-à-dire travailler des outils à dents, choses comme ça, pour retrouver une surface pleine et plate. Donc si on peut éviter de faire ça, parce que là du coup on bat le tournesol et après le prochain passage qui va être fait sera de venir semer directement en fait dans la parcelle avec le semoir, donc pas de travail du sol. Et donc oui, je vous disais, on aurait bien aimé moissonner dans la neige, mais bon, en fait quand même pas dans la neige, c'est quand en fait les sols déjà ils sont bien durs, bien secs, et après il y a la neige qui vient se mettre dessus, et c'est quand en fait la neige fond pas, et du coup le sol il reste bien ferme, il n'est pas humide quoi, là, vu que la neige n'a pas fondu, et donc ça pose pas de problème. Étant donné que nous là, on avait quelques jours de beau derrière, on n'a pas battu pendant que la neige est encore là, et puis là maintenant on a une fenêtre de 10 jours, on a 10 jours en fait pour réussir à finir les moissons, je pense que ça peut le faire, si on n'a pas de problème. Et parce qu'après la neige va arriver et après j'ai regardé les météos là, ce sera tous les 10 jours on aura un peu de neige, donc autant finir maintenant. Pour l'expérience je vous dirais que c'est pas trop grave, hein. On va quand même se satisfaire. Bon allez, comme vous pouvez voir derrière moi, on bat dans la neige. Bon là à côté à un moment on a laissé un peu de tournesol parce qu'il n'y en avait pas assez, mais là du coup il y a assez de neige et donc on peut rouler dans la neige, il n'y a pas de risque par rapport au sol, il y a suffisamment de neige. Donc voilà, on pourra dire qu'on a battu dans la neige. On se retrouve là, je suis auprès du moteur de la moissonneuse. On s'est arrêté ce soir parce qu'en fait ça commençait à prendre feu, prendre feu c'est un gros mot, mais en gros la paille du tournesol
Au niveau du moteur, ça chauffait. Et avec la poussière, voilà, ça a commencé à se consumer. Donc Lorraine a commencé à sentir ça, donc on a tout arrêté. Voilà, on va d'asperger un peu d'eau. Mais bon, c'était quelques petits points, donc on a fait le tour de la machine. Je viens de la souffler pour évacuer toute la poussière. Donc normalement ça va être bon. Je reste quelques instants à côté du moteur pour SO tout ça. Et bon, j'en profite d'en parler. Je me suis dit peut-être qu'on allait vivre ça cet été. Enfin, mais heureusement on l'a pas vécu. C'est en fait par rapport au niveau des incendies, en fait comment ça se passe ici, dans le Dauphiné du Nord. Donc en fait quand on est arrivé au début, au bout de 2 ou 3 semaines, Lorraine nous a emmenés à Fribourg, malgré qu'il n'y a plus d'organisation officielle dans Fribourg. Les pompiers sont toujours présents. Et en fait les pompiers, c'est nous, c'est les agriculteurs. Et donc voilà, il nous a présenté les lieux, il nous a dit que à tout moment, s'il y a un feu, tous les agriculteurs doivent aller, enfin tous les gens disponibles, majoritairement je pense les agriculteurs, parce qu'il y a principalement que les agriculteurs par ici, doivent aller à Fribourg pour prendre les camions et tout ce qu'il faut pour aller éteindre les feux. Bon, alors du coup je peux vous raconter comment ça sera passé, parce qu'on l'a pas vécu, je sais pas nous qu'est-ce qu'on aurait pu faire. J'imagine qu'ils sortaient rouler des camions d'eau, ou peut-être même prendre des lances, je ne sais pas. Je peux pas vous dire, mais bon, du moins ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ici c'est vraiment les agriculteurs qui gèrent ça, ils sont tous volontaires. Et après, bon, il doit aussi gérer ça avec des chômeurs à disque. C'est bon, mission accomplie, la cellule est pleine de tournesol, donc prête à partir faire de la bonne huile végétale pour vos salades, ou pour les Américains pour vos frites. Allez. Pour faire un peu le point, donc là on est en train de finir la parcelle de tournesol, la très grande, qui fait 100 hectares. Et après on va aller faire une petite parcelle à côté de chez nous qui fait, je sais pas, 7, 8, 10 hectares. Donc voilà, donc le tournesol sera terminé. Donc là on est le mercredi 2 novembre. Et ensuite on espérait continuer avec le maïs. Il nous reste une parcelle à finir, une parcelle de 80 hectares. Mais on n'est pas sûr de pouvoir la faire parce qu'il y a peut-être de la neige et de la pluie demain matin. Comme vous pouvez voir, je suis en t-shirt aujourd'hui et demain peut-être de la neige. C'est vraiment impressionnant ici les variations de température. Donc voilà. Et puis ici en fait, j'ai jamais parlé de ça, mais donc là en fait, Lorraine a fait 2 parcelles de tournesol, donc celle-ci de 80 hectares, 100 hectares excusez-moi, et le petit de 7, 8, 10 hectares près de la ferme. Et en fait, il est obligé de diviser en 2 parcelles pour après au niveau assurance, pour montrer qu'en gros, il n'y a pas tous les œufs dans le même panier. Et voilà, s'il y a un aléa climatique, que potentiellement, enfin logiquement, s'il y a un aléa climatique, une parcelle sera touchée, peut-être pas l'autre. Enfin voilà quoi. Mais bon, c'est pour après avoir des garanties au niveau assurance, ce fonctionnement-là. C'est une des seules choses où il doit... Au niveau administratif, où il doit répondre à des normes. Sinon, c'est vrai qu'ici, ils ont très peu de normes administratives. Ils sont franchement libres de leurs actes. Voilà, allez, on finit tout ça. Bon, on se retrouve, changement de parcelle, changement d'ambiance. Tout à l'heure, j'étais en t-shirt, il devait faire 20-25 degrés. Et là, il commence à faire froid, le vent vient de se lever. Et en gros, aujourd'hui, on est monté à 20-25 degrés. Et au plus tard, vers minuit, là, il fera 0 degré, donc on va prendre 20-25 degrés d'écart de température en une journée. Donc voilà, bon, on commence à s'habituer maintenant. Et du coup, ouais, changement de parcelle, bon bah, rien de spécifique. Mais par contre, je peux quand même vous parler des haies. Comme vous pouvez voir, ici, il y a des haies. C'est le seul endroit, sur toutes les parcelles qu'on a, où il y a des haies. Ça avait été planté par son oncle, du coup à Ron, le père de Lorraine. Mais bon, c'était vraiment très difficile à les planter, il fallait passer beaucoup de temps aussi l'été à arroser, et après il y a eu beaucoup de pertes, et maintenant ils ont arrêté parce que, enfin voilà, il faut passer beaucoup de temps, et avec le vent après, tout est balayé, et ça fonctionne pas quoi, donc
ouais, la nature n'accepte pas ces arbres, donc on peut pas planter des arbres partout, hein. Du coup, ouais, des fois j'ai des commentaires. Ok, I will do this. Oui, donc pour finir, je disais, voilà, ouais, j'avais des commentaires comme quoi il n'y avait pas de haies et c'était pas très joli, mais l'homme n'est pas plus fort que la nature et c'est la nature qui décide, donc les arbres peuvent pas pousser ici. Allez, je vais vider la machine. Être à 0 degré, un froid de canard, à l'aube d'avoir de la neige, en plein automne et avoir des feux. Des petits brûlots. Bon allez, j'éteins ça et je vous explique tout ça. Bon, c'est tout bon. Tous les feux sont éteints. Bon, je vous explique un peu tout ça. Du coup, en fait, comme j'ai pu l'expliquer déjà 2 jours avant, peut-être que ça portait malheur que j'en parle. Du coup, en fait, ouais, le tournesol est vraiment sec. Il est autour de 7% d'humidité. Et en fait, avec la poussière et ouais, les déchets végétaux, les débris végétaux, ils vont se coller sur le moteur. Et le moteur est tellement chaud que bah, ça commence à cramer tout doucement en fait la poussière. Et après, bah, ça commence à prendre feu. Tout doucement, enfin c'est plus ouais, ça crame quoi. Et donc là en fait, comment c'est passé, j'étais derrière avec du coup la remorque et je voyais de derrière la moissonneuse. Et j'ai vu des étincelles tomber de la machine, donc voilà, on a tout arrêté, tout ouvert et on a vu voilà, que ça cramait tout doucement. Et sauf qu'après, en fait, également dans les champs, c'est tombé un peu avant dans le champ, donc le temps de mettre de l'eau partout, on a même été chercher le déchauffeur à disque pour nettoyer tout ça. Et comme ça, on a mélangé la terre et la paille ensemble et il n'y avait plus de risque. On a également passé de l'eau, aspergé, enfin souffler avec de l'air pour enlever toute la poussière et tout nettoyer. Donc voilà, journée terminée. Ça fait un peu bizarre parce que bon, ce mini était en t-shirt et là ce soir on a eu 3 épaisseurs et il fait vraiment froid avec le vent et on a eu des petits brûlots quoi. Mais en fait tout est tellement sec, enfin la paille est tellement sec, le grain est tellement sec que voilà quoi, ça peut prendre facilement. En France on a l'habitude souvent de ramasser le maïs humide et après on va le sécher et du coup bah, la paille est humide et donc il n'y a pas ce risque là, alors que là on va vraiment à la fin du cycle végétatif et du coup il peut y avoir ce problème là. Donc voilà, bon bah à suivre, demain peut-être de la neige et il reste encore du maïs à ramasser, un peu de tournesol, il reste presque plus rien. Mais bon, on sait pas quand est-ce qu'on va finir ça. Allez, à plus. Bon, bah on se retrouve après notre soirée de péripéties avec le feu. Du coup là on est en train de vider le tournesol dans les petites cellules à la ferme parce qu'on a plus de place dans la grande, elle est pleine. Comme je l'ai montré hier, on trouve un maximum la place au maximum. Et donc là après il ne reste plus qu'une rangée de tournesol à faire et après on va pas faire le maïs. On n'a pas eu de neige, tant mieux, donc on va faire le maximum complice avant la potentielle neige qu'on peut avoir dimanche. Généralement on aura le temps, mais bon, c'est jamais avec les imprévus, comme hier soir. Donc voilà. C'est parti, on commence le dernier champ de maïs. Dernier champ, dernier battage, c'est la fin. Du coup, ouais, par contre, il fait entre moins 10 et moins 15 degrés de ressenti, il fait moins 5 degrés. Le soleil est arrivé, c'est un petit peu mieux maintenant. C'est tout bon, les moissons sont finies, on a terminé hier soir. On a réussi à finir le champ, donc c'est très bien. Donc là, ce matin, on a rangé un peu ici au silo. Donc maintenant, on a fini les récoltes. Donc plus besoin d'avoir les vis auprès des silos. Il reste juste cette vis là qui va servir à charger les camions. Donc voilà, on va venir en configuration hiver. Bon, et puis sinon, je vous dis à bientôt. Je vais vous faire, je pense, une vidéo
conclure un peu ces moissons, la partie des cultures. Parce que là maintenant c'est bon, on a fini notre travail dans les champs. Et on va parler un peu de la commercialisation également. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour faire le point donc après les moissons. Bon, comme vous voyez à moi, la situation est complètement différente. Hein. Là on a pris de la neige. En tout doit être rendu à 20 cm depuis 2 semaines. Donc les travaux dans les cultures, tout est terminé. Là maintenant c'est bon, c'est l'hiver. La prochaine fois que Lorraine retournera dans les champs sera pour semer, désormais au mois d'avril. Donc j'en profite de faire un peu le bilan là pour les moissons. Donc pour le maïs, on finit à 31 quintaux par hectare. Bon, cette année c'est un peu faible pour eux ici. Normalement ils sont plutôt de 40 quintaux par hectare de maïs, 40, 45, 50 les bonnes années. C'est dû parce que voilà, la pluviométrie n'a pas été suffisante. Enfin, on a eu beaucoup d'eau au début, mais durant la saison, après au moment de la floraison, c'était sec. Et puis après, bon, comme j'ai pu suivre la vidéo, c'est des précocités qui sont plus faibles, donc il y a un potentiel des débuts qui est moins important. Et c'est des précocités plus faibles parce que voilà, ils ont un niveau d'ensoleillement qui est plus faible et ils peuvent pas se permettre d'avoir des variétés longues qui vont avoir un cycle de maturité plus tard. Parce que ici ils n'ont pas de quoi sécher et il faut en même temps récolter de bonne heure, même si on a récolté fin octobre avant que la neige arrive. Donc voilà un peu pour expliquer. Je vais vous mettre en lien en dessous de ma vidéo des liens pour vous montrer un peu les variétés ici dans le Dakota du Nord. Et en ce qui concerne du coup le tournesol, on est à 18 quintaux par hectare. 18 quintaux par hectare. Là c'est pareil, hein, bon ici c'est plutôt normal que Lorraine disait. On compare en France, on a des rendements plus élevés, on est sur plusieurs 30-40 quintaux par hectare. Mais voilà, potentiel de sol plus faible. Mais bon, ici, comme je dis depuis le début, hein, ils font leur quantité sur la surface et sur le volume. Et non, c'est plus vraiment quantitatif que qualitatif qu'on peut avoir chez nous en France. Donc voilà un peu pour les cultures. Sinon, une petite anecdote que je peux raconter, c'est l'autre jour, on a vu un voisin, il était en train d'enfouir du coup son azote, son engrais. Il y a 3 semaines de ça, on était surpris de voir ça. Et en fait, bah, maintenant je comprends, hein, c'est que les terres sont tellement froides que donc l'engrais va pas bouger, il va pas se minéraliser, il va pas rentrer en action, tellement que c'est froid inclus donc la couche de neige, il va pas bouger. En fait, il sera prêt pour quand ils vont venir semer le maïs ou les céréales après l'année prochaine. Donc voilà, c'est un peu surprenant. Surtout, Lorenz qui disait, c'est si on prenait beaucoup de vent et beaucoup de pluie, bah, par une lixivation du sol et donc une érosion, et il peut perdre ses engrais. Mais bon, là, de ce qu'on voit avec la météo, avec la couche de neige qu'on a, pour l'instant, il n'y a pas de risque. Donc voilà, et maintenant avec la neige foutée bloquée, on ne peut plus rien faire. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Pour la suite, du coup, la prochaine vidéo sera sur la partie élevage, que je vous montre un peu comment ça se passe là, dans ces mois-ci où on sépare les veaux des vaches. Et ensuite, on fera une vidéo un peu bilan pour parler un peu de toute cette période dans le Nord Dakota. Ça fait bizarre parce que maintenant j'arrive à la fin ici. Ça va faire plus de 7 mois que je suis là. Et donc voilà, on peut voir que c'est la fin. Hein. On a été du vélage jusqu'à maintenant la vente des animaux. Et on a fait des semis jusqu'à la récolte. Donc voilà. Bientôt un chapitre de ce périple aux États-Unis qui se termine. Enfin bon bref, on a encore un peu de temps. Quelques semaines encore à passer et j'aurai le temps de vous faire un petit bilan de tout ça. Bon allez, bonne fin de journée à vous, bonne journée à vous, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et à bientôt, au revoir.